Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre 2025, il est 8 h sur Canal Algérie. Et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Comme chaque samedi, notre ami Ahmed Gregassen sera parmi nous. Il va nous emmener du côté de l'ouest d'Alger, particulièrement du côté de Chlef, pour nous faire découvrir une autre figure, une autre personnalité qui a beaucoup fait, qui a beaucoup donné dans l'enseignement, la transmission, l'éducation à notre alim. Il s'agit cette fois-ci donc de Cheikh Djilali Ben Abdel Hakem. Et aussi cette matinée, toujours Samira Hadjamar sera parmi nous. Elle va nous emmener du côté du sud, Tindouf particulièrement, pour nous faire visiter la Casbah de Tindouf. Technologie, donc ce sera une autre page que nous allons ouvrir en votre compagnie en cette matinée, puisque nous allons parler de FinTech, nous allons parler de digitalisation des entreprises. Où est-ce que nous en sommes? Qu'en est-il? Quels sont les outils? Et surtout la régulation qui va suivre cette digitalisation des entreprises. Et côté littérature, une autre parution d'un autre roman vient enrichir la bibliothèque algérienne avec une autrice qui vient nous raconter à travers son roman donc de belles relations humaines et surtout comment gérer les blessures et donc les relations humaines d'une manière générale. Et aussi donc hommage, pardon, cette fois-ci à un grand interprète de la chanson Sha'bi qui nous a quitté il y a quelques années, Allah yarhamou saleh. Il est considéré comme l'un des chanteurs qui ont modernisé quelque part la chanson Sha'bi. Il s'agit de Kamel Saoudi, Allah yarhamou saleh. Et c'est Amina Zeri qui sera exceptionnellement parmi nous ce matin pour lui rendre hommage. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Avant cela, ce sera pause musicale en compagnie du groupe El Ferda et on se retrouve juste après en compagnie de notre ami Ahmed Gregassen. مالي قوى ولا لي جهد ولا حول مالي قوى ولا لي جهد ولا حول ولا لي تدبير في القضاء ولا حيلة من أمرني بصبر والتوكل من أمرني بصبر والتوكل هو يفجيه ممدتي الوحيلة مني دعاء ومن عندك القبول والحاجة ما تكون فيها تعطيلة أنا والله ما بديت هذا التوسل حتى تيقنت من قدرتك الجليلة تعطيني يا ربي مطلب فان ليلة ويا كريم الكرة ما غيتنا بفرح حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة
حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك بالكرامة غيرنا بالطاران حاشا يخيب من يحسن ظنه أواش قال أسيدي للرب غيرك قريب مجيد بيكون حين يوصل غيرك قريب مجيد بيكون حين يوصل انت جليل وانت الحق المعبود يا سيدي وانت جليل وانت حق المعبود حي عاطي حليم ودود بالرغاني جيد موجود واسع الجود لو اجتمع عبادك جملة في مكان واحد يضحك كل عبد طلبك منهم شان رايد بالقصد كلهم نالوا كلهم نالوا Et voilà, c'était donc le groupe El Ferda qui nous interprète donc Yakrim, le Kourama. Et on rappelle qu'en ce moment se déroule le Festival international de la musique du Sud, du côté de Tamanrasset. Et à présent, nous allons retrouver notre ami Ahmed Ghali Ghassan. Et il va, comme je vous le disais au sommaire, nous emmener du côté de Chlef pour nous faire découvrir une autre personnalité, un autre alim. Et ce sera juste après cela. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum. Sabah al-nour. Ça va? On a passé une bonne semaine? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, c'est du côté du sud, pardon, de l'ouest. Voilà, je suis encore au sud avec la musique, avec le festival. Je suis de retour et on va aller du côté de Chlef cette fois-ci. Exactement. À une époque pas très lointaine, hein, cette fois-ci. Non, on est à la fin du 19e jusqu'à 1964 pratiquement, jusqu'au milieu du 20e siècle. C'est les gens de l'Ouest, tout le monde le connaît en fait. Il est aussi connu que les grands maîtres qui avaient donc fin du 19e. Il y avait Cheikh Adda, il y avait Cheikh El-Missoum, on en a parlé. Il y avait Cheikh El-Hajj Ben Shirgi, c'est le maître de ce cheikh. Et Cheikh Jilali Ben Abd al-Hakim, Atba Ben Atba, le nom de famille, c'est Atba Ben Atba. C'est un gars très particulier, donc, et dire que heureusement il a eu la présence d'esprit d'écrire, sinon on n'aurait rien su de lui. Oui. Parce que en suivant ce qu'il a écrit, donc il a un livre merveilleux, le Mir'at al-Jaliya, fi dhabti ma tafarraqa min awlad Sidi Yahya ben Sfiya. Enfin, quand on prend le livre comme ça, le titre, on croit que c'est un livre de généalogie, il parle des Shurfa ou d'un certain Arsh, la généalogie un peu du Arsh. Mais non, donc il a fait vraiment sa généalogie, son ascendance et sa descendance scientifique, ceux qui l'ont formé et ceux qu'il a formé lui-même. Au début, donc il a étudié... Donc on le voit à l'antenne. Exactement, c'est une photo en noir et blanc qu'on a de lui. Elle a été numérisée par la suite, on va voir comment ça s'est fait, bien sûr. Mais le gars, il a étudié, donc il est né vers 1880. Il a étudié chez... Voilà, donc ça c'est la version colorée, numérisée. Je pense même qu'il y a de l'intelligence artificielle. Certainement, il y a de l'intelligence artificielle, la petite touche. Une petite... Une petite touche voilà, qui met en valeur quand même le trait. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ce qu'il a fait à l'ouest, c'est l'équivalent de ce qu'a fait Ibn Badis à l'est. Bien qu'on connaisse un peu les résultats, le travail qu'a fait Ibn Badis, donc à travers tout le réseau d'écoles qu'il a créé de lui-même à travers ses étudiants, ses élèves, lui-même, c'est le produit d'un autre, de Cheikh El-Hajj Ben Shirgi. Peut-être qu'on y reviendra dans l'une des rubriques. Mais il a commencé à enseigner à l'Attaf. L'Attaf, c'est une toute petite ville, pas très loin, dans la région de Rélisin, Chlef, etc. Il a commencé à enseigner, il a enseigné pendant une vingtaine d'années. Il était aidé par des gens. Il y avait beaucoup de mécènes, des gens qu'il nomme, il n'oublie pas de les nommer, il nomme tout le monde dans son livre. Donc, qui étaient là. Ce qui est extraordinaire, c'est des gens, tu sais, il y a certains qui
qui lui garantissait un pain pour chaque élève par jour. Un autre lui garantit 2 pains, l'autre lui garantit je ne sais quoi. C'est des gens qui s'engageaient selon leurs moyens. C'est des petits commerçants qui étaient dans la région. La Taf, c'est pas New York, c'est pas une grande ville, c'est une toute petite ville. Ou bien c'est des agriculteurs, ou bien un peu plus aisés que les autres, ou bien c'est des gens, c'est des commerçants qui s'engageaient pour l'enseignement. Et lui, donc, il s'engageait à recevoir les étudiants. Il recevait tout le monde en régime interne. C'est comme une zaouia, il avait le madrasa. Et puis, à un certain moment, au bout d'une vingtaine, une trentaine d'années, il a eu un problème avec des gens. Il y a eu beaucoup d'influence, puis il y a le mouvement national et les gens... Après, on rappelle que nous sommes quand même dans une conjoncture coloniale. Particulière, exactement. Puis, il y a les élections qui arrivent et les gens doivent prendre position pour tel ou tel parti. Donc, lui, il n'a pas voulu prendre position. Du coup, il perd son école, il est obligé de partir. Donc, il décide de tout quitter. Mais bien sûr, sa nature de moudresse, il est fait pour ça, il a été créé pour ça. Il se déplace, il va à l'Osnam, à l'époque c'est Chrif actuellement, et il crée Madrasat al-Falah. Et là, c'est une deuxième aventure, une deuxième vie carrément, donc une deuxième aventure. Il y a tous les gens, il y a plein de jeunes qui arrivent. Et bon, donc il enseigne et ces étudiants, ils vont aussi se déplacer pour ouvrir des écoles. Au minimum une école coranique, sinon ils sont imams, muftis dans une mosquée, sinon ils ouvrent des zaouïas et ils enseignent. Donc là on se dit oui, qu'est-ce qu'il a pu faire? Donc quand on voit la table des matières de ce qu'il enseignait, quand on voit et l'emploi du temps aussi qu'il consacrait, on se dit quand même c'est vraiment c'est un prodige. Donc il enseignait pratiquement toutes les sciences islamiques, allant de l'hadith, de l'aqida, le fiqh, le tafsir, le mantiq, tout ce qu'on peut imaginer, le bayan, le balara, toutes les sciences qui sont enseignées dans la civilisation islamique. Il continue à les enseigner, à transmettre. Il y a certains de ces étudiants qui vont terminer leurs études dans les grandes universités, que ce soit à Zaytouna, Azhar, ou bien ils se déplacent, et d'autres qui vont, comme je t'ai dit, donc ceux qui n'ont pas, ils reviennent juste chez eux, dans leur village, ils lancent aussi cette vague dans cette... C'est ce qui est intéressant, pardon Ahmed, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette perpétuité, j'ai envie de dire, de transmission. Dire le savoir, il ne s'arrête jamais. C'est le souci constant chez le musulman, c'est même... pratiquement le miracle de Dieu dans notre nation, quoi. Donc c'est un miracle parce que c'est pas calculé, c'est pas organisé, c'est pas comptabilisé. C'est instinctif finalement. Ça se fait. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui s'éteint par-ci, il y a une autre école qui s'ouvre par là, donc un peu plus loin ou bien plus loin. Et puis il y a tout le monde qui va s'orienter vers ce nouveau maître, qui vont étudier chez lui et ils vont aussi s'abreuver de sciences et de savoir pour transmettre ce savoir, ces traditions, parce que c'est très important. Là, on a la seule et unique photo qui existe de Cheikh El-Hajj Ben Chergui. Le Hajj Ben Chergui, c'est un gars qui a vécu, qui était jeune à l'époque de la résistance de l'émir Abdelkader. Il a vu toute la vague des affres qu'ont connu les Algériens, de la catastrophe de l'hécatombe qu'ont vécu les Algériens avec l'entrée de l'occupation française chez eux, dans leur pays. Mais ils étaient là pour tenir. Bien sûr, il y a des gens qui sont partis, on les connaît, donc bien sûr, ils n'ont pas choisi de partir pour certains. Ils ont été mis dans les bateaux, ils ont été poussés vers la mer, comme ça s'est passé avec Ben al-Nabi ou le Mufti al-Kbarti à Alger, ou bien la vague de l'exil de Ulama en 1843 de Kabylie avec Cheikh Sklaoui, Ahmed Tayyib Ben Salem, Cheikh Smaouni, etc. Ou bien l'Amir Abdelkader qui a été carrément pris en otage, donc ils l'ont pris comme prisonnier chez eux, malgré que normalement il devait partir vers l'Est, vers l'Orient. Il avait choisi, il avait demandé, mais ils l'ont obligé à rester chez eux. Donc tous ces gens, il y a plein de gens qui sont comme ça partis. On a Cheikh Tawfiq al-Madani, donc Tawfiq al-Madani, sa famille a quitté Alger pour s'installer en Kabylie. Et en 1871, il y a eu la révolution de Cheikh al-Haddad al-Muqrani. Donc ils ont été obligés une deuxième fois de se déplacer et ils sont partis s'installer en Tunisie et c'est là qu'il est né, donc d'un père né à Alger et d'une mère née en Kabylie. C'est ça Tawfiq al-Madani, c'est ça l'histoire. Tout ça mais il y a des gens aussi, il y a des gens qui sont partis, qui sont revenus comme Cheikh al-Medjawi, donc il est parti, il a été exilé avec son père, puis il est revenu, il s'est installé à Constantine puis à Alger pour enseigner. Il y a Cheikh Ben Chergui par exemple qui a étudié ici.
avec les moyens du bord, mais il est resté pour transmettre, pour continuer la transmission de ce savoir. Donc c'est ça un peu le 19e siècle, parce que devant ces gens, il y avait pas beaucoup de choix. Donc, ou bien on reste, ou bien on s'exile, ou bien on meurt, ou bien On disparaît. on disparaît. Donc, mais il y a le plus important, c'était toujours de laisser une empreinte quelque part. Exactement, qui sont restés. Comme Cheikh Mohamed Ben Chahad ici à Alger. Donc, quand l'Amir Abdelkader lui a demandé de quitter Alger parce qu'elle était sous. Il lui dit. Et les autres, donc qui va les aider, donc ils ont besoin de fatwa, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de porte-voix aussi, donc il faut que les ulama restent. En fait, il y a beaucoup de positions et chaque position est compréhensible parce qu'on comprend ce qu'il y avait. Mais on voit maintenant le résultat. Donc avec le choix Ben Cherki qui est resté, il y a eu Cheikh Al-Jilali ibn Abdel Hakim qui est resté aussi, qui a continué d'enseigner. Et ses élèves sont devenus enseignants par la suite et leurs élèves étaient devenus enseignants. À l'indépendance, c'est eux qui ont encadré les écoles, donc il ne faut pas oublier. Et Cheikh El-Jilali, donc, ce qui est bien dans ces régions, c'est que les gens sont fidèles, il y a une certaine loyauté, donc en son nom, là c'est la photo de son fils, Cheikh Ahmed Atba Ben El-Jilali Ben Abdel Hakim. Lui-même, il était imam, mufti, etc. Il a même un livre. Cheikh El-Jilali, il a une mosquée en son nom, il a un CEM, donc c'est des gens qui n'ont pas... Un hommage quand même Voilà, qui lui a été rendu. C'est bien que c'est des gens dont les noms restent gravés sur les murs de l'Algérie indépendante. Et surtout dans des institutions qui portent finalement toute leur mission de vie. Exactement, donc là c'est Masjid l'Allama Al-Haji ibn Abdel Hakim. Et nous sommes de quel côté pour la mosquée? À Al-Snam, toujours à Chlef. La région de Chlef. Toujours dans la région de Chlef, donc le masjid est aussi le collège. Il y a un collège aussi en son nom, il y a un CEM en son nom et c'est bien, je trouve. Par contre, d'autres ulama n'ont pas eu cette chance. Oui, que... ça va venir, probablement, Inch'Allah. ça va venir, donc il faut juste les promouvoir comme tu le fais si bien chaque samedi, Ahmed. N'est-ce pas? C'est notre devoir en fait. Voilà, effectivement. Donc là, ça a été un autre hommage que tu as rendu, et cette fois-ci, tu nous as emmené du côté de l'Ouest, donc Cheikh Jilali Ben Abdel Hakim. Mais sinon, des événements durant cette semaine? Pas spécialement. Ça a été calme pour toi? Décembre, c'est toujours comme ça. C'est une période un petit peu creuse. Exactement, ça décélère un peu, puis juste reprendre, Inch'Allah. Avec Innaïr, je pense que ça va se relancer. Certainement, il y aura beaucoup d'activités autour d'Innaïr. Certainement, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed, encore une fois, pour cet hommage. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre belle rencontre, comme chaque samedi. Merci beaucoup, Ahmed. Et cette fois-ci, alors, il y a eu par contre, cette fois-ci, une conférence très intéressante. J'imagine, elle aurait pu t'intéresser. C'est une conférence qui a été autour des caractéristiques de la culture esthétique en islam. Donc là, on parle plus, voilà, ça c'est beau, effectivement. Donc là, on parle beaucoup plus de l'art musulman, qu'on peut d'ailleurs contempler au niveau du musée des arts islamiques. Pas très loin de la télévision. Du côté de Télimli. Il y a un beau livre écrit par professeur Hamza. Hamza Ben Issa, l'esthète et l'esthète. D'accord. C'est la rencontre de Si Mohamed Mohamed avec Cheikh Mohamed El-Hussein. Deux mastodontes. Oui, donc, et là on voit la beauté, donc le côté, donc dans la description poétique de la beauté du paysage, de la femme, de tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté, c'est la beauté interne, donc Cheikh Mohamed El-Hussein qui était un grand cheikh, un maître mystique, la spiritualité islamique. Il y a aussi une beauté interne qui est mise en avant. Et là, le livre, il est aussi à lire. Probablement un jour, on reviendra sur le livre, Ahmed, pourquoi pas? Inch'Allah. Voilà, tu nous donnes une autre idée finalement pour les jours à venir. Merci beaucoup encore une fois, Ahmed. Donc je disais, c'est une conférence donc autour des caractéristiques de la culture esthétique en islam. C'est Nawal Ben Jilali qui s'intéresse à ce sujet. On se retrouve juste après. La beauté en islam n'est pas un simple ornement, mais c'est une voie spirituelle qui plonge la révélation en s'appuyant sur des fondements théologiques solides comme l'attribut de Dieu « Inna Allaha jamil yuhibbul jamal ». La beauté divine occupe une place centrale dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses.
Elle n'est pas séparée de la bonté, formant souvent avec elle une triade inséparable, le vrai, le beau et le bien. En ce sens qu'elle renvoie au beau, réel, véritable et transcendant. Ce qui n'est pas une présomption de la part du centre culturel de faire intervenir des spécialistes dans la thématique du beau et de la beauté, ça a une dimension, je dirais, une dimension métaphysique, en ce sens que pour beaucoup de personnes, le beau renvoie forcément et foncièrement à ce qui est palpable, à ce qui est visible. Or, le beau, dans toute sa dimension, je dirais dans tous ses états, excède l'aspect physique sans l'exclure. Qu'est-ce que le beau a à voir avec la foi? Loin des clichés, une conférence tenue cette semaine au Mesjid al-A'zam d'Alger a proposé une réponse ambitieuse et sublime sur le thème « Les caractéristiques de la culture esthétique en islam ». Le plongement de la révélation divine dans la création humaine. Les intervenants ont démontré que l'esthétique en islam n'est pas un simple décor. Elle est une dimension essentielle de la spiritualité, langage à part entière pour exprimer l'indicible et se rapprocher du Créateur. Alors le beau c'est un sentiment, c'est une sensation d'existence profonde. C'est quelque chose qui commence par les profondeurs et ressort dans l'apparent. Si le beau qui est apparent sort de l'intérieur, il est beau définitivement. S'il n'est qu'apparent et il n'est pas intériorisé, donc il reste superficiel et il ne donne pas son fruit. Le beau est nécessaire à la formation de l'être humain et nécessaire aux relations sociales et à la société en général. Il s'exprime, c'est vrai qu'il s'exprime par l'art et par la beauté du bâti, la beauté de... Mais cela est justement une réflexion. Il se reflète dans l'art, il se reflète dans la société, dans tout ce que fait l'homme, mais surtout dans les comportements. Pour ceux qui nous regardent, j'ai envie de dire que cherchez-vous dans ce qui est beau dans la nature, parce que Dieu est beau, il aime la beauté et il interpelle l'humain. Pas uniquement le religieux, encore moins le musulman, à prendre attache avec lui, si je m'exprime bien, par le biais du beau. Ce sujet explore comment l'art et l'éthique transposent le message divin dans le domaine des formes et des actions, créant ainsi une culture où le beau devient un signe de sacré, la calligraphie sublime la parole coranique, la géométrie, l'arabesque et l'architecture, aussi une beauté qui guide la vie. لا يوجد إلا جميل. Et comme Dieu s'en attribue le beau, c'est son attribut, tout ce qu'il a créé, y compris l'homme, tout est beau. Donc l'homme, comme il a une particularité d'avoir le libre arbitre, d'être libre. Et donc lui, Dieu a voulu qu'il soit méritant. L'importance de la beauté dans la foi islamique est fermement ancrée dans la révélation elle-même. Le Coran présente l'univers comme une œuvre divine parsemée de beauté. Cette notion du beau culmine avec la théologie des noms parfaits d'Allah, Asma'ullah al-Husna, parmi eux-mêmes Al-Jamil. Ainsi, la beauté créée n'est pas un accident. Elle est un reflet et un signe de la beauté absolue. Dieu, Asma Allah al-Husna, la beauté de ses noms, la beauté des noms divins. Et l'ihsan, qui est le comportement
de bienfaisance. Ça vient du husn, donc de Jamal. Tout est lié à ça. Il faudrait que cette éducation esthétique influence tous les types d'éducation, même la technologie. Si un étudiant crée une pièce, ou il a créé quelque chose de technologique, plus il a un sens du beau, plus cette pièce devient performante et devient très efficace. La culture esthétique en islam est donc un prolongement essentiel de la révélation. Elle transforme la foi en forme visible et en action concrète, faisant de la quête du beau un chemin vers le divin. Voilà, donc c'était une rencontre autour des caractéristiques de la culture esthétique en islam et c'est Nawal Benjilali qui s'est intéressé à ce sujet. Cette fois-ci, c'est à la technologie à laquelle nous allons nous intéresser en compagnie de notre invité, à savoir M. Abdelkader Ben Ghafour. Bonjour, marhaba bik. Merci madame de cette invitation. Marhaba bik. Alors, vous êtes chef d'entreprise et vous accompagnez justement les entreprises dans cette phase de transition digitale. Vous êtes plus passionné par la fintech, n'est-ce pas? Alors pourquoi la fintech? Aujourd'hui, on va dire que la digitalisation est un impact important dans les entreprises algériennes. Les entreprises veulent se digitaliser, après ils ont besoin d'accompagnement sur différents aspects. Aujourd'hui, pourquoi la fintech? La fintech, c'est pour démocratiser pas mal de processus pour le citoyen et pour les institutions financières. Donc, nous sommes là pour créer ces solutions, cette automatisation de process à travers la nouvelle technologie et à travers des collaborateurs qui sortent de l'université algérienne aujourd'hui. Effectivement. Alors justement, la digitalisation aujourd'hui, c'est un chemin que le gouvernement algérien a pris depuis quelques années. Donc plusieurs procédés, plusieurs process, plusieurs dispositifs sont mis sur terrain pour accompagner les entreprises. Alors aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise qui accompagne cette transition de digitalisation, qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui a été fait réellement et concrètement sur terrain? Alors sur terrain, on peut remarquer plusieurs initiatives. Sur les 10 dernières années, donc, on voit des évolutions. Les entreprises s'intéressent beaucoup à la digitalisation. Comme je l'avais déjà dit, donc, c'est que les entreprises aujourd'hui, ils ont cette forte initiative ou cette forte demande pour tout ce qui est technologie. Je pense, à mon sens, aujourd'hui, le problème, c'est comment accompagner ces entreprises pour concrétiser ces projets. Donc la technologie existe, la volonté existe, le souhait il est là, mais après cet accompagnement, comment automatiser ces process, comment faire des projets, sortir des projets digitaux qui répondent aux normes internationaux. Donc aujourd'hui c'est ça la problématique. Mais le souhait, la technologie, la volonté, elle est vraiment là. On voit pas mal de projets qui sortent aujourd'hui, pas mal d'applications, pas mal de solutions qui sont sur le marché aujourd'hui. Et après, si on parle d'entreprise, aujourd'hui, à mon sens, autant que chef d'entreprise dans l'éthique, je trouve que les entreprises ont besoin plus d'accompagnement, de sociétés qui les accompagnent pour concrétiser ces projets aux standards internationaux. Voilà. Alors justement, là, cet accompagnement, je ne sais comment vous le vivez en tant qu'entreprise, sur terrain réellement, parce que la digitalisation, autant elle a un impact très positif, on le sait, et ça a été démontré sur terrain, sur l'économie d'une manière générale, mais ça reste quand même une phase qui pourrait faire peur à plusieurs entreprises. Donc parfois, on peut rencontrer quelques résistances par rapport à quelques outils. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je pense à Excel qui est menacé de disparition finalement. Alors, quand on parle d'accompagnement, quand on parle d'accompagnement de façon générale, il y a des cabinets qui sont spécialisés dans ça. Donc cet accompagnement, donc, il ne va pas prendre juste l'aspect purement technique, donc l'aspect technique, formation et ce qu'on appelle la conduite de changement. Donc ces cabinets sont là pour aider ces entreprises et aider les intervenants au sein des entreprises à faire cette conduite de changement. Comment passer d'un quotidien, de sortir de sa zone de confort pour utiliser un outil d'une nouvelle technologie. Donc cette conduite de changement, il y a des méthodes à utiliser, accompagner, former, ne pas être brut dans le changement. Donc on ne va pas dire du jour au lendemain, on va arrêter ce qu'on utilisait, on va passer à autre chose. Donc
Normalement, le travail du cabinet ou de conseil en IT, en informatique, vont accompagner ces entreprises dans cette conduite de changement. Donc, elle est importante. C'est pour ça que je vous ai dit, ce que la technologie, elle est là, la volonté, elle est là, mais nous avons besoin d'accompagnement sur lequel j'insiste. Voilà. Et surtout, aujourd'hui, enfin depuis déjà quelques années, l'Algérie s'ouvre quand même au monde et nous sommes quelque part condamnés à passer à cette digitalisation. Aujourd'hui, c'est une réalité à laquelle on peut plus j'ai envie de dire, tourner le dos. Donc on doit franchir le pas et toutes les entreprises sont dans l'obligation aujourd'hui à se digitaliser pour pouvoir donc avoir ce réseau international et parler le langage mondial surtout. Tout à fait. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, donc, les entreprises algériennes, quel que soit leur type, de type public ou privé, donc ils n'ont pas le choix. Donc les clients aujourd'hui voyagent avec la mondialisation, regardent ce qui se passe ailleurs, donc ils ont cet appétit d'avoir les mêmes applications, d'avoir les mêmes interfaces, d'avoir les mêmes solutions, ce qui se passe ailleurs. Donc, et je pense que les entreprises algériennes, ils sont assez sensibles, ils ont très bien compris ça. Donc, ils essayent d'implémenter des solutions qui existent ailleurs ou à l'image d'international avec un contexte bien sûr algérien. Avec un contexte algérien. Il faut toujours revenir effectivement à la réalité, au contexte, aux pratiques algériennes et aux besoins surtout de la société. Mais sinon, pour cet accompagnement, Abdelkader, vous avez mis en place une plateforme. Justement, parlez-nous un petit peu de votre plateforme. Une plateforme pour démocratiser le crédit à la consommation. Pour éviter tout ce qui est déplacement. Aujourd'hui, on sait très bien que quand on parle, par exemple, de crédit à la consommation, on pense toujours directement à la paperasse, on pense déplacement à la banque, tout ça. La grosse queue, n'est-ce pas, le monde qu'on va trouver sur place. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons développé une plateforme multicanal, donc, où le commerçant peut l'utiliser pour vendre ses produits par facilité et le client, sans se déplacer à la banque, à travers de la digitalisation et l'intelligence artificielle, avoir un accord de principe en temps réel sur cette plateforme. Donc on a digitalisé et démocratisé le crédit à la consommation aujourd'hui. Voilà. Alors, la plateforme, donc, elle est, comment on peut en bénéficier aujourd'hui, qu'on soit particulier ou entreprise? Qui vous paye, elle existe sur. Nous avons un site, un guichet où le client peut acheter ses produits. Nous avons une application mobile sur les différents environnements, iOS et Android, où le client peut télécharger cette plateforme, cette solution et acheter ses produits et déposer son dossier sur cette plateforme. Cette plateforme est connectée à une banque, donc, ou plusieurs banques, qui vont donner la décision finale pour le crédit à la consommation. Très bien. Alors aujourd'hui, il y a une autre problématique qui se pose et elle est un petit peu justifiée, on va dire, parce que nous sommes en pleine transition. C'est un peu la résistance du particulier aujourd'hui. L'entreprise l'a compris, elle n'a pas le choix, elle doit passer à la digitalisation. Le particulier, lui, il reste réticent. On connaît beaucoup de monde aujourd'hui, ils reçoivent un petit peu leur carte, donc leur carte bancaire ou postale, mais ils ne l'utilisent toujours pas, justement parce qu'il n'y a pas encore ce contrat de confiance. Alors aujourd'hui, comment on peut adapter cette culture à notre réalité? On va dire, c'est une question assez difficile. Aujourd'hui, le contexte algérien fait que le citoyen, on ne peut pas généraliser, mais le citoyen de façon générale aujourd'hui, je parle de ma propre expérience, le citoyen algérien a cet appétit. Donc après, on peut toujours trouver quelques catégories qui sont réticents. Après, il faut comprendre leur réticence. Et justement, nous sommes là pour leur dire que on parle de la sécurité de la donnée, il faut qu'on parle de la souveraineté nationale, que les données ils sont hébergées en Algérie, que les données, que ce sont des applications assez sécurisées. Donc, il faut qu'on travaille ce discours pour sensibiliser le citoyen
et le rassurer surtout pour qu'il utilise ces applications. Si on n'a pas ce message en parallèle, donc forcément le citoyen a peur, donc il faut le comprendre. Et là, vous me tendez la perche, Abdelkader, puisque le cadre juridique est là, le cadre réglementaire est là, et il y a quand même des textes de loi qui encadrent toute cette phase transitoire donc, de digitalisation. Tout à fait. Donc la loi aujourd'hui en Algérie encadre tout ça à travers la protection des données des citoyens, ou le sujet aussi de la souveraineté nationale, où les données doivent être hébergées en Algérie. Donc, à mon sens, aujourd'hui, tout est cadré à travers la loi. Il y a même des organismes aujourd'hui qui font des audits aléatoires dans les entreprises publiques et privées. On voit très bien que ces sujets sont assez sensibles. On a même des responsables de la protection de données au sein des entreprises. Ce sont des postes qui n'existaient pas avant. Donc, aujourd'hui, il y a des gens ou des collaborateurs au sein des entreprises qui s'occupent que de cette partie-là, protection de données, sécurité de la donnée. Et on trouve aussi aujourd'hui dans l'écosystème des entreprises spécialisées dans ces domaines, dans la cybersécurité, dans la protection, des entreprises qui accompagnent les entreprises algériennes dans l'implémentation de cette réglementation et surtout pour la respecter. Voilà, donc il y a quand même des mécanismes juridiques qui sont en place, qui accompagnent et qui rassurent quand même les entreprises et le citoyen. Mais sinon, vous la voyez comment, l'entreprise algérienne de demain ? Il faut être optimiste, sinon je ne serais pas sur ce plateau à parler des technologies et de mon entreprise. Aujourd'hui, j'aimerais bien appuyer mon intervention sur un point essentiel, que l'université algérienne sort des excellents cadres qui sont prêts à intégrer les entreprises algériennes ou étrangères qui sont ici en Algérie, on va dire, qui respectent les standards internationaux. Ils sont très au courant de ce qui se passe aussi. Tout à fait. Moi personnellement, j'ai une quarantaine de collaborateurs, des ingénieurs en informatique, et je suis agréablement surpris de leur niveau sur le plan technologique. Après, ces ingénieurs, ils ont besoin d'accompagnement sur la partie gestion, sur la partie méthodologie et comment ils interviennent au sein des entreprises. Donc, pour moi, c'est ça c'est sur les points sur lesquels on peut insister, mais de façon générale, je suis très très satisfait de la qualité des ingénieurs qui sortent de l'université algérienne. Donc restez optimiste surtout, et surtout qu'il y a de la bonne patte, j'ai envie de dire, qui sort des universités et sur laquelle on peut complètement compter. Tout à fait. Voilà, et faire confiance surtout parce qu'ils sont très au courant. Et justement, vous avez eu une petite expérience avec l'une des écoles, en l'occurrence MDI Business School, où vous avez organisé un hackathon. N'est-ce pas ? Vous avez proposé des problématiques aux étudiants, et c'était des étudiants qui ne maîtrisaient pas du tout l'outil, et pourtant, à la fin... Alors, encore une fois, j'étais agréablement surpris durant cette expérience parce que l'enjeu était important. J'avais posé un sujet, on va dire, à mon sens, plus ou moins complexe, qui est destiné aux experts. Donc, on parlait de la stratégie marketing et comment valoriser la data dans la stratégie marketing. C'était des étudiants qui étaient entre première année, deuxième année, donc pour moi... vraiment fraîchement sorti du baccalauréat, du lycée. Tout à fait. Donc, bien sûr, il y avait des experts sur différents domaines qui les ont accompagnés, sur la partie communication, sur la partie gestion de projet, sur la partie expertise technique. On les a accompagnés. Après, on leur a donné une idée, on va dire une idée générale. L'objectif, c'était de penser, c'est comme si ils sont à la tête d'une start-up. Oui. Et ils étaient là avec la méthodologie, le bon concept, et les résultats, ils étaient là. Bien sûr, il y avait 3 lauréats qui ont gagné, ce hackathon, qui sont récompensés très prochainement. Très prochainement, effectivement, que ça a duré pendant c'était 3 jours. Durant 3 jours, oui. Voilà. Durant 3 jours, il y avait 3 jours d'effervescence, parce que j'ai eu quand même l'occasion de visiter le hackathon, tout à fait, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, c'était 3 jours d'effervescence, effectivement, mais ce que je voudrais insister surtout, c'est que c'était des étudiants qui n'avaient pas forcément des prérequis. Pas du tout. Donc, on comprend qu'ils sont très prêts. Et ils sont vraiment prêts. Ils sont vraiment prêts. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Et donc, c'est ce que vous faites, parce que non seulement vous êtes chef d'entreprise, vous accompagnez les entreprises, mais vous avez quand même intégré le monde de l'enseignement, parce que la transmission pour vous, c'est une autre mission de vie. Tout à fait. Donc, on a un savoir, il faut le transmettre.
Si après 20 ans d'expérience, aujourd'hui, je pense que cette génération, il faut, comme je vous ai dit, il faut les accompagner sur cette partie méthodologie. Sur l'aspect technique, je ne pense pas qu'ils ont besoin de nous. Donc aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, ils peuvent tout trouver, réponse à leurs questions. Mais après, la façon de faire, comment intégrer cette technologie au sein des entreprises. Donc nous sommes là pour les enseigner la méthodologie, ce qu'on a acquis avec des standards internationaux. Voilà, et justement, c'est ce que je voulais revenir à cette période des 20 ans. Abdelkader, vous avez quand même eu l'occasion, l'opportunité de visiter plusieurs entreprises multinationales, d'y travailler, de collaborer avec elles et surtout de visiter plusieurs pays. Alors, c'est ce qui vous a finalement emmené à transmettre tout ce savoir-faire ici en Algérie. Tout à fait. Donc cette expérience à l'international, notamment soit en France, soit en Asie, donc tout ce que j'ai acquis durant ces expériences, principalement dans le monde des fintech, dans les banques et assurances. Donc depuis 4 ans, donc j'ai créé mon cabinet de conseil en Algérie avec des compétences algériennes, des compétences locales et pour le marché algérien. Donc c'est ça le défi. Et bien sûr, j'avais ce souhait, donc je le fais au quotidien avec mes consultants, mais ce souhait, il était toujours là d'essayer de transmettre ce qu'on a acquis ailleurs à nos étudiants qui sont le cadre de demain. Voilà, alors ça fait 4 ans que votre cabinet de conseil existe. Un bilan probablement de ces 4 ans ici en Algérie, bien sûr. Je vais pas dire. Après, je vais revenir au bilan des 20 ans. Oui, je ne vais pas dire que c'est le contexte algérien reste assez particulier, donc avec beaucoup de difficultés, donc qu'on rencontre au quotidien, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des chefs d'entreprise. On parle de digitalisation, mais concrètement parlant, c'est très compliqué à la mettre en œuvre. Comme je vous ai dit, cet accompagnement on a besoin de cet accompagnement au sein des entreprises, mais de façon générale, je reste assez satisfait et assez optimiste de mon parcours ici en Algérie. Voilà, mais sinon, bilan des 20 ans? Bilan des 20 ans. Parce que 20 ans auparavant, on ne voyait pas, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, on voyait ça qu'à la télévision. Hein. C'était vraiment de l'imaginaire cinéma. Aujourd'hui, c'est une véritable réalité. Et moi, je me rappelle, j'ai des amis qui, quand on a eu notre bac au début, c'était un peu ça. Et c'est tout le monde qui disait, non mais franchement, ils sont fous. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette spécialité? Et aujourd'hui, c'est une spécialité qui s'impose à part entière. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a 20 ans, quand vous avez dit l'intelligence artificielle, on entend juste parler. Oui. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'intelligence artificielle avec ChatGPT, avec ces outils qui ont vraiment facilité notre quotidien. Mais après, aujourd'hui, il y a un point sur lequel je vais insister. Quand on parle d'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain. L'intelligence artificielle aide à la décision. Donc après, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir la manipuler, mais on est vraiment dans l'aide à la décision, mais pas de remplacement de l'humain. Voilà, je voulais justement terminer sur cette note-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'intelligence artificielle est un outil, aujourd'hui un véritable assistant, hein, un assistant à part entière, mais beaucoup d'appréhension par rapport au remplacement de l'être humain avec cet outil. Et donc, je voudrais justement terminer probablement sur cette note positive, parce que vous connaissant, vous êtes très positive. Abdelkader. Et donc finalement, c'est beaucoup plus maîtriser l'outil que de se laisser remplacer par l'outil. Tout à fait, donc maîtriser l'outil. Aujourd'hui, par exemple, les solutions qu'on a développées, on utilise l'intelligence artificielle au quotidien, mais pour aider le citoyen à avoir un processus rapide, quand on parle de crédit à la consommation, on parle d'avoir un temps de réponse assez court. On aide et le citoyen et on aide les institutions à traiter le maximum de dossiers, à avoir un chiffre d'affaires important. Donc, comme je vous ai dit, on est dans l'aide à la décision, dans la rapidité, mais on n'est pas dans le remplacement humain, parce qu'on a toujours besoin d'un être humain qui valide derrière. Voilà, reste là que l'intelligence humaine et par-dessus tout. Du moins, c'est ce qu'on espère. Elle sera toujours là. En tout cas, merci beaucoup, Abdelkader, d'avoir été parmi nous ce matin. Rappelez, vous êtes chef d'entreprise, vous accompagnez aussi les entreprises dans leur processus de transition digitale. Voilà. Merci beaucoup. On vous retrouve très, très bientôt. Et donc, on parlait quand même de technologie, d'intelligence artificielle qui s'impose dans tous les domaines, notamment l'agriculture, n'est-ce pas? Et là, nous allons à la rencontre d'une start-up, justement, qui a investi sur le plan technologique, mais cette fois-ci, domaine agriculture. On se retrouve juste après. Et si un simple capteur pouvait dire à l'agriculteur ce dont sa terre a vraiment besoin? C'est le pari de Qarib, une jeune start-up algérienne fondée par de brillants ingénieurs qui veulent révolutionner notre agriculture.
Nous, on crée notre réseau qui permet d'avoir l'information. Et donc, pour schématiser, un ingénieur ici à Alger, agricole, il a l'ensemble des informations de ce qui se passe sur les terrains, sur des grandes surfaces, en temps réel. Et avec l'intelligence artificielle, on permet d'optimiser l'agriculture pour qu'on consomme moins d'eau, on augmente les rendements, etc. Tout ça de manière la plus souveraine possible. Dans un pays où la sécheresse devient un vrai défi, Qarib apporte une réponse concrète, utiliser la technologie pour produire mieux, sans gaspiller. Et l'initiative séduit, la start-up a déjà été distinguée dans plusieurs concours. On a gagné 2 fois meilleure start-up africaine, dans la dernière l'EATF qui a été organisée à Alger, où il y a eu la participation de plus de 600 start-up, donc on a été choisis les premiers. On a été classé aussi deuxième au monde arabe sur GTEx. On a gagné le meilleur projet agritech de la part de l'Union européenne. Donc on est très confiant par rapport à ce qu'on est en train de faire. La start-up elle est en train de grandir. On a des clients à l'international qui nous font confiance, des multinationales qui nous font confiance. Et donc notre objectif, Inch'Allah, c'est de continuer à grandir et d'être un champion aussi ici en Algérie et Inch'Allah l'une des premières licornes africaines. Cette start-up représente aujourd'hui cette nouvelle génération d'innovateurs algériens qui veulent moderniser l'agriculture sans la dénaturer, en proposant des solutions accessibles et adaptées aux réalités du pays. Donc ça s'applique sur plusieurs types de cultures. Ça peut être donc luzerne, blé, arboriculture, culture maraîchère, etc. Donc l'objectif concrètement, donc, c'est de faciliter les activités agricoles aux agriculteurs. Donc avoir donc, des données ou avoir un contrôle à distance. Donc ils peuvent prendre des décisions rapidement. Donc une fois ils ont les données, ils peuvent prendre des décisions sur le terrain. Et ça aide à économiser de l'eau, économiser de l'énergie, économiser des coûts. Et surtout, la chose la plus importante, c'est d'augmenter les rendements. Augmenter les rendements en quantité et en qualité. Qarib est une preuve de plus que la jeunesse algérienne peut innover, créer et apporter des solutions adaptées aux réalités du terrain. Et voilà, c'est donc une start-up qui investit beaucoup plus dans l'agriculture et cette fois-ci place à la littérature, au roman. Et cette fois-ci, nous allons découvrir l'histoire de Bilal et de sa maman Seti qui découvrent une nouvelle vie. Et l'autrice est parmi nous ce matin. Il s'agit de Madame Kadawi Aqila. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup et je voudrais aussi dire bonjour à tous les téléspectateurs qui sont en train de me regarder aujourd'hui. Bienvenue aux téléspectateurs aussi. Marhaba bik, madame. Alors, horizon interdit. Horizon interdit. Alors, c'est beaucoup d'interdits finalement dans le cours de l'histoire? Oui, il y a beaucoup d'interdits parce que c'est une histoire d'amour profonde. Interdite aussi? Interdite par rapport à de nombreux tabous. Oui. En l'occurrence, l'âge entre les deux partenaires, je dirais. Oui. Alors, c'est l'histoire de Bilal et de Seti. On rappelle que c'est un prolongement déjà d'un premier roman que vous avez fait sortir. Oui, tout à fait. Le premier roman qui était Le fruit de la vengeance. Et c'est une suite, mais l'auteur pourra lire cette suite sans nécessairement avoir lu le premier, parce qu'il découvrira les passages qui ont été introduits sur ce volume-là. D'accord, très bien. Et donc là, c'est l'histoire de Bilal et de sa maman Seti. Oui, c'est l'histoire de Bilal, de sa maman Seti, qui vivait dans un douar. Et puis Bilal aura grandi et la misère au douar les conduira vers la ville. Où ils trouveront un certain confort, mais pas la nostalgie du milieu rural, parce qu'il faut dire aussi que la ville, pour eux, c'est un endroit assez douloureux, assez sombre, assez difficile par rapport à leur façon de vivre. Alors, Seti, c'est un prénom qui n'est pas très répandu. Oui, tout à fait. Alors, oui. Parlez-nous un petit peu du choix de ce prénom.
J'ai choisi ce prénom parce que je trouve qu'il y a tendance à choisir beaucoup de nouveaux prénoms à la mode, qui ne sont pas du tout d'origine algérienne, qui viennent des prénoms étrangers à nous. Et je me dis, si j'introduis des prénoms purement algériens, en l'occurrence Seti, d'autres prénoms aussi qu'on ne trouve plus. J'ai toujours... J'aime bien. Et puis en plus de ça, j'aime bien ce prénom. Donc mon héroïne, je l'ai appelée Seti. Voilà. Et puis il y a Zoubida aussi. Zoubida aussi, qui est un prénom dans le roman. Voilà, qui est un prénom dans le roman. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis du prénom Zoubida. Et il y a aussi Melika, qui fait partie de mes amis. Et c'est un ancien prénom aussi, mais qui existe encore. Qui existe Melika. encore. Qui existe encore. Mais ça reste des anciens prénoms. Ça reste des anciens prénoms, mais qui font un petit peu de la résistance en ce moment à cette nouvelle vague, comme vous le dites, si bien de prénoms. Alors parlons un petit peu du personnage de Bilal qui vient découvrir un autre monde et il va passer par plusieurs épisodes, on va dire, pas très agréables. Oui. Écoutez, Bilal, quand un jeune homme il rentre en ville, il était assez jeune, il avait 7 ans, 8 ans. Et il fera des études. Il sera dans le corps médical et connaîtra Zoubida qui sera médecin. Médecin qui est femme traumatologue et qui est très connue dans cet univers hospitalier. Et c'est cet amour qui se construira entre eux et cet amour qui deviendra impossible. Qui deviendra... Par rapport à l'âge surtout. Par rapport à l'âge, par rapport aux mentalités, par rapport à un divorce qui se produira, mais je ne peux pas raconter tout ça. Je laisse les lecteurs découvrir. À découvrir, mais ce que je voudrais aussi mettre l'accent sur votre regard à vous par rapport à cette histoire. Vous restez quand même optimiste, vous vous dites ce sont des choses de la vie, donc si on n'a pas ce qu'on veut, finalement, ce sera une expérience qu'on aura acquis d'une manière ou d'une autre. Voilà, d'une manière ou d'une autre, on aura acquis une expérience, parce que la vie se construit sur des expériences, bonnes ou mauvaises. La vie est une éternelle expérience, c'est une continuité d'expérience. Voilà. Et voilà. Donc Bilal, ce sera une expérience pour lui. Voilà, ce sera une expérience pour lui. Mais sinon, quel est, on va dire, l'impact ou l'apport de Seti, donc la maman de Bilal, dans l'histoire? La maman de Bilal dans l'histoire, parce qu'elle aura vécu elle aussi un amour antécédent avant que son fils ne traverse aussi cette douleur. Donc la maman aura traversé peut-être la même douleur que son fils et c'est là où elle essaiera de le comprendre, c'est là où elle essaiera de le guider et c'est là où elle essaiera de ne pas le faire sombrer dans la solitude et dans la tristesse. Donc c'est-à-dire que c'est une forme de morale, d'encouragement qu'elle donnera à son fils. Et puis, cette maman sera très fière de son fils parce que pour qu'un enfant issu d'un douar se retrouve en ville et devienne médecin, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour la maman, c'est quelque chose de fabuleux. Et c'est surtout pour ça qu'elle soutient son fils. Et puis, ce qu'il y a aussi dans ce livre et que je voudrais souligner, je parle de Aïcha, la malade mentale, qui vivait dans les forêts au Douar. Et je parle encore d'elle, de son souvenir. Et je tenais à dire que la maladie mentale chez la femme dans notre société, c'est quelque chose de très difficile et de très pénible. Et je tenais à le souligner. Pour qu'on ait un regard chaleureux, positif, encourageant envers ces femmes qui sont parfois abusées, parfois frappées, parfois... Donc je tenais à en parler.
Alors justement, à travers votre roman, on ressent un petit peu toute cette chaleur humaine qui se dégage, toutes ces relations humaines qui se dégagent. C'est un peu ce regard empathique qu'on doit avoir les uns envers les autres, Oui. n'est-ce pas, que finalement de sombrer dans les jugements, dans les tabous. Voilà, mais justement, c'est ces tabous qu'il faudrait effacer. Et essayer de voir notre société dans un sens positif, ne pas avoir de tabous, ne pas voir le mal partout. Parce que je me dis que parfois, certaines erreurs peuvent être justifiées par rapport à certaines causes. On ne peut pas condamner une personne directement. Bon. Bien sûr, il y a des choses qui sont reprochables, mais essayer de juger les choses autant que possible dans le bon sens. Voilà, c'est ça mon point de vue. Voilà, votre point de vue, que vous mettez ça vraiment à travers votre roman. Alors, il va y avoir une continuité, puisque nous avons eu le premier, donc il y a eu une petite continuité, un petit prolongement, d'autres prolongements à l'avenir? Non, je suis sur un autre livre, un livre récit qui sort ce n'est pas du tout le roman, c'est un autre contexte. J'en parlerai plus tard. Inch'Allah, vous êtes la bienvenue quand il sortira. Voilà, donc votre livre il est disponible, donc le roman est disponible, on peut l'avoir. Oui, il est disponible à la librairie du Tiers-Monde, il est disponible à la librairie Point Virgule à Cheraga. Et il est disponible à Oran, la librairie du développement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Madame Kadawi Aqila, et surtout d'avoir mis l'accent sur l'humain. Aujourd'hui, on s'éloigne un petit peu de ce qui est essentiel, des valeurs. Et là, c'est une invitation finalement à revenir à l'essentiel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir reçu et d'avoir transmis quand même ce que j'avais à dire. Voilà, merci beaucoup. Donc on vous retrouvera très bientôt, Inch'Allah, pour votre prochaine parution. Merci. Inch'Allah, Madame Kadawi Aqila, vous étiez parmi nous, vous êtes autrice cette fois-ci. Nous avons parlé donc de votre roman Horizon interdit. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. Et on continue, et cette fois-ci, ça va être Ahlil, donc un véritable patrimoine qui a été classé, et c'est un reportage. Donc on vous propose de découvrir et de découvrir encore plus cette belle tradition du Sud, et on se retrouve juste après. Dans les nuits du Gourara, quand le désert se tait, des voix s'élèvent en cercle pour raconter une histoire ancienne. Ahlil, chant ancestral du Sahara algérien et patrimoine immatériel de l'humanité, continue de faire battre le cœur des oasis. Inscrit en 2005 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, Ahlil est bien plus qu'une musique, c'est l'âme d'une communauté qui continue de faire vivre l'art du Gourara. Ahlil fait partie des traditions du quotidien et de la vie sociale. Il se transmet de père en fils. Quant à la ritra, c'est un genre musical que l'on trouve dans certaines régions du Sahara algérien. الرتخاء يعني وهي طابع يعني كما نقولوا تجي في وسط اهل الليل كاين بلايص فيها الرتخاء ما تجيش الرتخاء لهاك. Un genre poétique musical et chorégraphique propre aux zéniths du Gourara, pratiqué lors des fêtes religieuses, des mariages et des foires locales. Il accompagne les grands moments de la vie collective. À la fois chant polyphonique, poésie et danse, Ahlil réunit un soliste, un joueur de bengri, une sorte de flûte traditionnelle et un chœur parfois composé de dizaines, voire de centaines de participants. Épaule contre épaule, les chanteurs forment un cercle et exécutent un mouvement giratoire symbolisant l'unité et la solidarité. Ce patrimoine vivant joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale et l'affirmation de l'identité culturelle du Gourara. Il rappelle que la musique traditionnelle du passé est un héritage, un partage de la mémoire transmis de génération en génération. Voilà.
Voilà, c'était donc Ahlil, un patrimoine immatériel, donc classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et cette fois-ci, nous allons rester au sud et nous allons aller du côté de Tindouf en compagnie de Samira Hadjamar et ce sera juste après ça. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, ça se passe très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors c'est la ravie qu'il y ait toute cette animation, tous ces festivals en ce moment, notamment dans le sud. Alors toi, Samira, comme je le dis toujours, qui défend le patrimoine algérien national, oui, le patrimoine algérien, même le patrimoine mondial. Hein, je me rappelle lorsque tu as parlé de la Palestine avec beaucoup de. Ça m'a fait mal au cœur pour Gaza quand tout exactement, exactement. Et là, donc, on a vu un beau reportage autour du Ahlil. Ahlil, quand même, un patrimoine classé patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est particulier à l'Algérie, c'est particulier à la région du Gourara. C'est particulier parce que déjà Mouloud Mamri avait commencé à en parler. Ensuite, tous ceux qui ont suivi Rachid Bellil ont beaucoup travaillé pour l'inscription de ce patrimoine magnifique, musical magnifique. Ça relève de la transmission orale. Il y a les tons aussi, la musique. Les tons, les sonorités, les messages. Oui. Et pour moi, on ne peut écouter l'Ahlil que dans ces régions-là, que dans des conditions. Mais ces conditions peuvent être créées dans d'autres villes. Même si elles sont près de la mer et tout, je trouve ça bizarre, la vérité. Oui, c'est-à-dire il faut se mettre dans le contexte. Comme une ZAD. Voilà, effectivement. Il faut vraiment, parce qu'au fait, c'est une magie qui se crée autour, donc à travers déjà l'environnement, à travers le sable, tous les éléments, donc, qui entourent la vie elle-même. Et puis, on a une connexion avec tous les éléments qui sont autour, le ciel et en général, ça se fait la nuit, mais bon, ça se joue aussi la journée, il ne faut pas croire. Et puis, on a le ciel Tassara, c'est pas le même que même si celui d'Alger est très beau aussi. Il est très beau, mais ce sont des particularités, en fait. Donc, chaque ciel... C'est des louanges à Dieu, c'est des louanges... C'est très spirituel, c'est très cultuel, c'est très... Et puis, il y a la façon d'interpréter... c'est très spécial. C'est très spécial, effectivement. Et aujourd'hui, Samira, tu vas nous emmener du côté de Tindouf. Et cette fois-ci, tu vas nous faire découvrir la Kasbah de Tindouf, qui est très particulière, différente de la Kasbah d'Alger. Elle est différente de toutes les Kasbahs. De toutes les Kasbahs. En termes d'architecture. De matériaux. De matériaux, bien sûr, c'est pas pareil. Mais elle a une architecture saharienne unique. C'est du taupe, c'est de la pierre, c'est la brique de terre crue, mais elle ne ressemble pas non plus à ce qu'il y a un peu plus loin. Rappelez que Tindouf est à l'extrême sud-ouest de l'Algérie, c'est la corne de l'Algérie à l'ouest. C'est un endroit très spécial, c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'y ai habité, j'y ai travaillé. Ah, habité carrément. Tiens, ça c'est une révélation que tu nous fais ce matin, Samira. Pendant combien de temps? Un peu plus d'une année. Ah, quand même. Oui, un peu plus d'une année. Alors, on comprend maintenant ta relation très particulière avec le Sud, Samira. Très particulière avec cette région. Avec cette région particulièrement. On est pas très loin de la Mauritanie. Oui. Et la culture et tout le savoir-faire est aussi imprégné le Mauritanien est imprégné à Tindouf. On partage énormément de choses avec eux, comme on partage énormément de choses avec Sahara al-Gharbia, la République sahraoui, qui sont pas très loin aussi. On a une frontière avec eux. Et Tindouf est aussi entouré de Adrar. Oui. Adrar, on a le désert de Tenserouft, qui pour moi est le désert le plus difficile au monde. Oui. C'est des températures extrêmement... On en a parlé d'ailleurs dans l'une de tes rubriques. Oui. Extrêmement arides. C'est à partir de, je crois, de mars, c'est impossible de travailler pendant la journée. De s'aventurer finalement en plein jour. Et il fait très froid, il y a un vent très froid à Tindouf pendant l'hiver. Et l'été, il commence très tôt. Très très tôt. Mais c'est très agréable parce que les habitants de Tindouf, qui sont des gens très chaleureux, très hospitaliers, ils inversent le cycle. Donc ils bossent très tôt le matin
Ils se cachent pendant la journée et à partir d'une certaine heure, ils vivent, des gens qui vivent en communion avec la nature. Voilà. Donc à la base, ce sont la Casbah. Pour revenir à la Casbah, c'est la Casbah de Belaimesh, Djakani. Donc Djakani, c'est une tribu. Il y a deux tribus relatives à cette, on va dire deux tribus puissantes de la région qui sont les Djakani et les Rgibet. On peut les retrouver aussi au Sahara occidental, comme on peut les retrouver en Mauritanie, parce qu'il y a des alliances. Oui. C'est très particulier. Donc les Belaimesh, comment ils se sont... c'est le fondateur de la Casbah. En fait, en 1852, en installant la Casbah, en fondant la Casbah, il fonde aussi un mode de vie. À la base, ce sont des nomades, des érudits. On est à un carrefour, comment on appelle ça, majeur du commerce transsaharien. Donc ça allait jusqu'à Tombouctou, jusqu'au Sénégal. Et dans ces échanges commerciaux, il y avait aussi des échanges culturels. Donc dans la Casbah de Belaimesh, on a retrouvé, il y a une partie consacrée à l'enseignement. On a aussi des manuscrits. Nous avons vu d'ailleurs de très beaux manuscrits, bien conservés, qui appartiennent à la Zaouia Belaimesh. Voilà, donc c'était un lieu aussi d'enseignement, de culture. Il y avait des échanges avec avec tous les commerçants qui venaient. Donc les manuscrits s'achetaient et se vendaient. Il y en a qui sont restés dans des familles qui ont été conservées. Donc ça ne concerne pas que le religieux. Le religieux était enseigné. Ça concerne aussi l'astronomie. La science, la région s'y prête incroyablement. Parce qu'on a une météorite qui pesait plus de 1000 kilos qui est tombée il n'y a pas très longtemps dans la région. Donc la Casbah, c'est une architecture où les maisons, donc des ruelles étroites bien sûr, les gens se mettent à l'abri du climat, je veux dire de la chaleur, autant de la chaleur que du froid. Voilà. Et les maisons sont conçues autour d'un patio, donc oui, ça peut rappeler toutes les Casbahs du monde, c'est-à-dire avec une fontaine au milieu. Et donc, elle est très belle. Une partie est en ruine et une partie a été restaurée. La Casbah, en tant que centre urbain, on va dire vivant, a été classée à partir de 1999. Et ensuite, classée patrimoine national. Oui, mais patrimoine national en tant que centre urbain vivant. C'est-à-dire que les gens, c'est comme la Casbah d'Alger, comme dans toutes les Casbahs en Algérie, les gens ils vivent, ils travaillent, il y a des activités, il y a des savoir-faire qui sont restés. Tindouf, on a bien sûr, c'est des spécialistes de la vannerie, du cuir, notamment tout ce qui est relatif au chameau. Le chameau est présent dans la région. Voilà, donc c'est resté dans le... Et une partie, même si la ville a pris de l'expansion, ce qui est très particulier à Tindouf, c'est plat, il n'y a pas de... Si, il y a des montagnes, mais c'est plat. C'est pour la ville. On a des ronds-points qui sont magnifiques. Tous les ronds-points expriment quelque chose. On peut retrouver des chameaux, mais expriment quelque chose qui est relatif à la vie, un élément identitaire, un élément typique donc de la région. Voilà. Ça peut être un animal de la région, ça peut être... Alors il y a des scorpions. Il y a beaucoup de scorpions. Samira, ça c'est pas très joli. Je garde un souvenir affreux des scorpions. Il fallait vérifier tout le temps. Parce que même le vent pouvait ramener les scorpions et on pouvait les retrouver dans les canalisations. Mais il suffit d'être piqué une fois de s'en sortir. Mais qu'il y a l'hôpital, qu'il y a une couche. C'est très intéressant. Ça c'est un message subliminal pour nous dire que tu as déjà été piqué par un scorpion. Non, mais j'ai déjà vu des gens se faire piquer. Oui, c'est horrible. Ça fait mal. Bon. Oui. Mais bon, les scorpions aussi font partie intégrante de la nature, de l'environnement, de l'équilibre écologique de la région. Oui, ils sont à la fois là. Alors, juste rappeler qu'il y a un musée qui a été créé en 2021. Il est dédié à Ahmed Mahsès, une personnalité donc de la région. Et c'est très bien parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait bien sûr le musée du Moudjahid et ils ont créé un musée donc, où plein de choses, parce que plein de choses, c'est une région qui regorge de gravures rupestres, qui regorge de basinas, de tumulus, de tombes. Elles sont gigantesques, on les a vues passer normalement.
On a tout un outillage qui a été retrouvé aussi de la préhistoire. Il y a une maison, il y a un site qui s'appelle la maison ou la citadelle portugaise. C'est très 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 spécial. Il y a un endroit aussi où il y a l'étoile qui intrigue tout le monde, le mystère planétaire. Mais c'est juste, en fait, c'est des tombes, voilà, en spirale qui sont. C'est un mode aussi qu'on retrouve à Tamanrasset, Tamanrasset qui se trouve à plus de 2000 km de Tindouf. Voilà. Donc, on peut visiter Tindouf. Il y a un parc national qui est magnifique. Le parc national englobe, c'est une immensité, il englobe jusqu'à Lassel. Un parc culturel, c'est ça? Oui, un parc naturel, c'est-à-dire l'arganier est présent à Tindouf. On a des espèces, il y a des zones humides aussi, il y a je veux dire, il y a toute une faune et flore qui évolue dans ce parc. Il y a les habitations anciennes, donc les tumulus, les tombes, on l'a dit tout à l'heure. Et les gravures rupestres qu'on retrouve, c'est un musée à ciel ouvert. À ciel ouvert, oui. Voilà. Mais avant d'y aller, bien sûr, on demande l'autorisation à l'Office du Parc National. On ne peut pas circuler parce qu'on va dire que la plus proche wilaya, c'est à presque 900 km, c'est Béchar. Donc, perte de vue, ça. Oui, c'est le bout du monde Tindouf, mais en même temps, c'est toute l'histoire du monde aussi qui s'écrit là-bas, puisqu'on a retrouvé beaucoup de choses de la préhistoire jusqu'à l'époque moderne, donc du patrimoine. Donc on voit l'évolution finalement de la ville depuis la préhistoire. Par train, ils ont inauguré une très belle gare il n'y a pas très longtemps. Et puis il y a bien sûr Garage Billet qui va rentrer en fonction. Donc c'est une ville qui est connue, c'est une wilaya qui est connue pour son fer. Qui est à perte de vue, c'est quelque chose d'extraordinaire. La terre prend la couleur du fer, pour l'avoir vu. Donc, impressionnant. Spécial. Oui. Donc, c'est une wilaya à découvrir. C'est l'extrême. C'est quelque chose de très particulier. Voilà. Voilà. On a l'habitude de Janet, on a l'habitude. On peut. Tamanrasset, Janet, mais il y a d'autres villes quand même qui regorgent de pas mal finalement d'éléments à voir. Oui, à découvrir, bien sûr. Et rappeler que même on pourrait peut-être un jour recréer ce chemin de la Transsaharienne, c'est-à-dire des caravaniers, de la route des caravaniers qui traversaient Tindouf, mais pas que. On avait, c'est tout un de Tlemcen jusqu'au Sénégal. Voilà. Tu es déjà allé? Non. Pardon? Tu es déjà allé? Tindouf, non. Tindouf, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Béchar, oui, plusieurs fois même. Tindouf, non. C'est pas très loin. Oui, j'ai pas eu. Oui, c'est vrai que c'est pas très loin. D'Alger, non. D'Alger, c'est 1800 km à peu près. Oui, c'est vrai que lorsqu'on prend les routes du sud, on a l'impression que ça va plus vite que lorsque nous sommes au nord. C'est une impression. Après, je sais pas. Quand on prend la route, c'est effectivement pas loin. C'est tout droit. Pardon? C'est tout droit. C'est tout droit. Voilà, effectivement, c'est tout droit. En tout cas, merci. Ils ont un magnifique souk qui s'appelle le souk sahraoui. Il dure 2 jours, il est magnifique, ça rassemble beaucoup de choses de partout et ça vient de partout. Et ils ont un maoussem qui s'appelle Sidi Blel, donc ils le célèbrent. Il y a aussi bien sûr le Mougar. C'est une fête, je crois, au mois de mai, et ça réunit tout le monde, tous les artisans, il y a des spectacles, tout ça. Et il y a bien sûr le Maoussem de Sidi Blahmej qui a lieu chaque année. Ça réunit tous les adeptes, il y a beaucoup d'activités. On ressent la nostalgie, Samira, on ressent la nostalgie de Tindouf. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau voyage. Voilà, merci beaucoup, Samira, pour ce beau voyage. Merci. Et dans un petit moment, nous allons rendre hommage à quelqu'un qui a révolutionné un petit peu, si j'ose dire, la chanson Chabi, Kanal Saoudi, magnifique, effectivement, qui a un impact très particulier lorsqu'on l'écoute. Il est parti trop jeune, il avait une voix très particulière, lui-même. Avec un style, une voix. Et nous allons, à 37 ans, il me dit Kérimou. Oui, très jeune. Voilà, et c'est un hommage qu'on va lui rendre dans un petit moment en compagnie de notre ami Amina Ziri. Samira, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve le week-end prochain. Inch'Allah. Merci beaucoup, Samira. Et ça va être une belle chanson de Kamel Saoudi qu'on vous propose. Et on se retrouve juste après Shib'a. Voilà. انتي الشمعة حد مدرلك بالقرار
الشمعة حود ما درالك بالقراح ولا درا ما تجرعي في ليلة الغير تزيني له الفرح وانتي فانية بدموعك طيلة طيلة انا ونيسك حتى الصباح نحكي ولتنين على همومنا طويلة طويلة مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلها مالي ومال السعد ما سقم لي ليام مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلها مالي ومال السعد ما سقم لي ليام ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني ما خبلني تخمام حتى نصيب ما فرحني نساني في الايام اللي مضاو عني ما خبلني تخمام سق ميدان بيا مقام بدل حلمي بوام لا طالب ولا طبيب عالج ليا الاسقام نوم هاني الليل انا عليك عساس المبنيين على الخداع حرموا لي نعاس ما تمنى وصار قاموا عليها العراس من يدهم شربت المار كاسي تبع كاس مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي ومال شمسي غطوها الغيوم مالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوم مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي ومال السعد ما سقم لي ليام مالي ومال الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي ومال السعد ما سقم لي ليام. Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était une belle chanson donc, qui n'a pas été impactée par ces belles paroles, par cette voix envoûtante. Et c'est un hommage que nous allons lui rendre ce matin. Il nous a quitté très très jeune, et c'est Amina Ziri donc, qui a choisi aujourd'hui de lui rendre hommage. Amina, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir. La vie en rose. Hein? La vie en rose, oui, effectivement. Ben, on partage la couleur aujourd'hui. Exactement. N'est-ce pas? Amina, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci, je suis très contente de retrouver mes amis à Canal Algérie, notamment les bonjouristes. Oui. Hein? Donc c'est toujours un plaisir d'être là et justement pour promouvoir et pour parler de notre riche patrimoine culturel. Effectivement, et aujourd'hui tu n'es pas seule. Je ne suis pas seule, je suis bien accompagnée. Je suis venue en compagnie d'un grand monsieur, un journaliste, un passionné du patrimoine, de la culture algérienne, un écrivain. Il a passé presque toute sa vie dans le monde, dans le plus beau métier du monde, dans le journalisme. Oui. Il était aussi pendant des années le correspondant de l'APS à Londres, n'est-ce pas? Il s'agit de... Il est écrivain, il a écrit beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages, notamment un bouquin sur Cheikh El Bled, Amr Zahir, Donc je suis contente de vous recevoir avec Nour El Houda. C'est un plaisir de vous compter parmi nous ce matin. Monsieur Saad.
Saïd, je suis vraiment Saïd. content d'être parmi vous dans cet espace culturel magnifique Marhaba pour bik. parler d'un grand chanteur algérien, Allah yarhamou, Allah Kamel yarhamou. Messaoudi, voilà. Et vous étiez aussi très content de rencontrer Nour Houda, hein, Ben, bien sûr, c'est un plaisir immense, c'est vraiment un plaisir. elle a beaucoup de fans à Londres. Hein. Ah, là, je vais rougir par contre. Non, mais c'est la vérité. Hein. Mais c'est vrai, elle a Elle nous beaucoup de- représente bien. Elle représente bien son Exactement. pays, elle représente bien. On fait de la- notre mieux. En tout cas, merci beaucoup Je pour vous vos en- encouragements. je vous en prie. Allah yahfadek. Merci. Alors aujourd'hui, c'est un hommage très particulier à ce pilier, on va dire. Hein, Exactement. Parce qu'il est à part entière dans son monde, dans son domaine. Exactement, Nour Houda. Donc, un hommage sera rendu à un grand artiste algérien qui malheureusement, il est parti trop tôt, à l'âge, je crois, de 37 ans. 37 ans. Oui. Donc, Allah yarhamou, mais qui restera à jamais dans nos cœurs et qui a marqué l'histoire de la chanson Chabi, la chanson algérienne, notamment la chansonnette, grâce à son talent, son charisme, son savoir-faire aussi et sa voix sublime. Il s'agit de Kamel Messaoudi, Kamel un Messaoudi. jeune qui avait une très très belle voix, qui est né donc à Gué-Soleil, à El Biar, en 1961. Il était très jeune. Il était bien en classe. C'était un très bon élève. Son père l'encourageait à travailler. Mais il était vraiment influencé et attiré par la musique. C'est comme Ammar Zahi, Allah yarhamou. Vous savez, il y a toujours un déclic. Et ce déclic pour Ammar Zahi, c'était son voisin Boualem Belemou qui l'attire avec sa guitare. C'est lui qui lui a appris. Pour Kamel Messaoudi, c'est son frère aîné qui avait une guitare. Et il était oui. Hamid qui traverse une période un peu difficile, un peu fatigué, donc je lui souhaite un propre On lui rétablissement. souhaite, Rabbi yashfih, Inch'Allah. Lui qui l'a attiré vers la guitare et a commencé à gratter cette guitare avec un art sublime. C'est comme ça qu'il a été attiré vers la musique. Et un peu plus tard, ils ont constitué un quatuor des jeunes. Les jeunes sont toujours ensemble. Il y avait donc c'est Nasreddin Galis, son ami. Son ami, et Mohamed Lamraoui aussi, qui nous suit en ce moment, qui te passe un grand bonjour. Merci beaucoup, un grand bonjour à Mohamed Lamraoui. Et Nordin Allen. Donc ces quatre jeunes vont s'initier, mais avec beaucoup d'audace. Quelque chose de... Ils avaient du talent. Peut-être qu'ils ne le savaient pas, mais ils avaient beaucoup de talent. Pourquoi? Parce qu'ils ont introduit quelque chose de nouveau dans le Chabi. Quelque chose de nouveau qui n'existait pas. C'était des airs nouveaux, des mélodies nouvelles, des paroles nouvelles. Et ce n'était pas du Chabi à proprement dit, et ce n'était pas aussi du Asri, du moderne. Donc on l'a appelé, c'était entre les deux, et on l'a appelé le néo-Chabi. Le néo-Chabi. Le néo-Chabi. Ça plaisait énormément au public. Ça plaisait beaucoup aux gens, au public. Malgré qu'à cette époque, il y avait l'apogée du rail. Oui. Le rail était à son apogée. Au début, ils ont été un peu enveloppés, ils ont été un peu écrasés par le rail. Cheikh Khaled, Cheikh Khaled, Cheikh Khaled. Malgré ça, ils ont continué à travailler, d'arrache-pied. Et puis, en 1991, il y a eu un tonnerre dans le champ artistique, un véritable coup de tonnerre. C'était cette chanson Yeshma. Yeshma, c'était la première chanson de... Première grande chanson. C'était un tournant décisif, j'ai envie de dire. C'était l'explosion. Et si vous permettez, Oui. je voudrais revenir sur ce défi, parce que ces jeunes-là, ils ont défié tout un monde à l'époque. On sait très bien, par exemple, que les gens du Chabi sont conservateurs. Exactement. N'est-ce pas? Et ça a été quand même un défi qui a été relevé. C'était courageux de leur part. Oui. Je les compare beaucoup, ces jeunes groupes, des troupes musicales, soit aux États-Unis, soit en Angleterre, qui partent de rien et qui arrivent à s'éclater, à arriver au top, au sommet, parce qu'ils ont du talent. Je l'ai dit tout à l'heure, et le cadre était écrasé par le rail à l'époque, Cheb Hasni, Cheb Hadij. Mais malgré ça, ils ont continué à travailler. Et puis, il y a eu cette chanson qui les a propulsés. Cette chanson a propulsé Kamel Messaoudi sur la scène du Chabi national. Yeshma, c'était donc un texte de Qadoul Frah. C'était Allah une poésie, Allah yarhamou.
Et c'est comme ça qu'il s'est fait un chemin dans l'art, dans le shabi, le néo-shabi. Des mélodies nouvelles, des airs nouveaux. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, et j'ai beaucoup apprécié, il m'a dit quand on entend Kamel Saoudi, on a l'impression d'écouter Zahi, et puis la deuxième chanson, tiens, c'est du flamenco. C'est le chanteur entre les deux rives. Exactement. C'est très riche, c'est très beau. Et il a chanté beaucoup, hein, il a fait beaucoup de chansons, malgré sa présence qui était courte dans la durée, mais très riche sur l'art. Très impactant. Juste, alors, j'allais dire que c'est un bon signe, nous a parlé, voilà, nous a parlé donc de ce trio, de ce groupe de jeunes, n'est-ce pas? Exactement. Et ce groupe de jeunes nous a légué quelque chose. Justement, Nour El-Houda, donc des années après la disparition de Kamel Saoudi, Allah yarhamou, ses amis les plus proches, notamment Mohamed El-Amraoui, Nasreddin Ghaliz et Nourdine Allan, ont décidé de lui rendre hommage à travers un chef-d'œuvre, une grande chanson, Ya Hasra Alik Ya Dunya, écrite par Yassine Ouabed, que je salue de passage, qui a fait fureur dans les années 98-99. Et donc, on va essayer d'écouter Ya Hasra Alik Ya Dunya. Allez, on va écouter cette belle reprise. سلطان كم في دنيا جيوش الامر طيعات ما نعز اقصر وسرايا عز عليه بالالوفات وفي الغفله قلب التلحيه في ليل وما صب وين يبات وكلتي فلان عسلو فاكيه وفلان شم مختيلو الفتات فلان قلعتيلو الدريه وحياته من الفرح خوات فلان تلق مرته المسكية أزعف كي جابت له البنات يا حسرة عليك يا دنيا فيك حكاية وحكايات سميني وبوعدي حكاية احكيهولي بتربات علاش هكذا حقها السمية ضليت Il a chanté avec l'Amraoui d'ailleurs. Enfin, et voilà, donc de retour et très bel hommage, tout récent d'ailleurs. Exactement, la chanson donc elle a été enregistrée récemment à l'occasion de l'anniversaire de son décès, un 10 décembre, le 10 décembre 1998, il avait 37 ans. Donc bravo Mohamed El-Amraoui, un travail excellent dans son studio à Delès. Oui. Bien sûr en compagnie de Nasreddin Ghaliz et Nourdine Allan. C'était des amis très proches, très intimes. Donc كيفاش قال لي عمراوي قال لي ما صبتوش نقدم له حاجه هكذا من القلب. Donc c'était la reprise de cette. Après c'est ce qu'on dit toujours. On dit toujours que l'être humain ne disparaît pas lorsqu'il meurt, il disparaît lorsqu'on l'oublie, n'est-ce pas? Et donc je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse faire. Il y a un proverbe arabe très célèbre, يقول لك العمالقة ما يموتوش. Voilà. C'est quand on se remémore ce qu'il a fait, ce qu'il a chanté, ce qu'il a. C'est une façon de le faire vivre encore. C'est comme un être cher que l'on perd. Le fait de parler de lui, le fait d'arroser ses fleurs, je pense à ma mère, le fait de planter un arbre pour elle, c'est toujours. Il a marqué quand même plusieurs générations. Et il continue à le faire. Exactement. Bientôt 30 ans qu'il est mort, les jeunes qui n'étaient pas nés à l'époque entendent ces chansons. Les jeunes qui n'étaient pas nés à cette époque. Il parle de M. Saoudi, il le chante, il l'admire. Ça, c'est très beau. Pourquoi? Parce que cette chanson, la dernière, elle a eu un succès phénoménal. Je dis bien phénoménal. Les paroles, elles sont ciselées. Les paroles, c'est une complainte. C'est toute la carrière de M. Saoudi résumée dans cette chanson quand on fait une analyse de ces paroles, du texte. Il a même chanté en tamazirt, en langue tamazirt. Oui. Il a chanté une belle chanson de Slimane Azem. Oui, il chantait aussi. C'était des essais. Il était un fan aussi de Matou Belounas. Matou Belounas, quand il a fait sa fête, il a insisté.
en kabyle, il leur a dit Aouid Kamel, apportez-moi Kamel. Oui. Il a insisté. Donc ils avaient un ami commun. Cet ami il a donc appelé Kamel et lui a passé le téléphone et il l'a invité chez lui à Théoret Moussa, c'est donc près de Beni Douala. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Là où c'est cette occasion où tout le monde demandait Yashma, de façon persistante. Et là, il a chanté des chansons en kabyle aussi. Allah yarhamhom. C'est ça qui fait la beauté de l'Algérie. ما يهمش وين يكونوا قبيلي تتوارث الشاويه المهم c'est l'Algérie, c'est le patrimoine de l'Algérie qui est mis en lumière. Et qui continue surtout à être transmis de génération en génération. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir partagé ce plateau. C'était un énorme plaisir de rendre hommage surtout à ce grand chanteur qui nous a légué finalement une magnifique compilation qu'on continue à apprécier, à écouter toujours finalement avec les mêmes émotions. En tout cas, merci beaucoup Amina. On te retrouve très bientôt, j'espère. Monsieur Saad, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve le week-end prochain, Inch'Allah. Demain, vous aurez rendez-vous avec notre ami Mounir Haraj à partir de 8h. Et on se quitte avec cette belle voix de Kamel Saoud El Arham Saleh. Au revoir, très bonne semaine à tous. نهار كانت الدنيا دنيا الوالدين علقوا لهم شيعات اليوم الوالدين راهي مرمية في مراكز الشيخ وخات انتي دنيا يدك زهرية انا يدي فيها الكيات مع الوقف درتي جمعية سلة وها دخلات وخرجات